je trouve que Voilà. c'est une très belle aventure. En fait, on a publié notre manifeste à la fois à Athènes pendant la conférence Our Ocean. Je crois que c'était le 15 avril 2024. Et en même temps, ou peut-être le jour d'après, à Bruxelles, au Parlement européen. Et donc, 15 avril et 18 juillet, on apprend en lisant les, euh, le programme de Madame von der Leyen, qui s'exprimait ce jour-là au Parlement européen sur son programme de législature, qu'elle avait retenu cette idée d'un pacte européen pour l'océan. Donc, si vous voulez qu'une action par la société civile, un think tank et une fondation, donc Europe Jette de l'Or, Océano Azul, se traduisent 3 mois après par une annonce par la Commission, c'est vraiment ça nous a surpris nous-mêmes, hein. C'est vraiment une belle histoire, une belle aventure, un beau succès. C'est retenu par je ne sais quel jury, je m'y suis pas moi-même beaucoup intéressée, Océano Azul davantage, comme vraiment l'une des plus belles histoires disons, d'influence positive au niveau européen. Donc oui, ça a été une belle aventure. L'autre belle aventure, c'est que puisque en fait il y avait quand même derrière un travail très important dont je vous parlerai, qui n'était pas un travail récent ou de surface, la Commission a pu sortir le pacte en moins d'un an par rapport à l'annonce de Madame von der Leyen. Donc l'annonce de Madame von der Leyen, c'était le 18 juillet. Le pacte européen a été révélé début juin, je crois le 5 juin. Le Euh, 5, En oui. fait, c'est moins d'un an. C'est rare, vous savez, c'est rare ce genre d'aventure. Et il a beaucoup, beaucoup de qualités. Je reviendrai là-dessus sur les qualités et les faiblesses. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a pu surgir comme ça? C'est parce qu'en fait, derrière le manifeste, qui a été beaucoup cité par le commissaire Cadiz, et ce qui est très honnête et très aimable de sa part, derrière le manifeste, il y avait la mission européenne pour restaurer l'océan et l'hydrosphère, qu'on a appelée Starfish avec ses 5 branches, la science, la gouvernance, la lutte contre les pollutions, la protection, l'économie bleue durable. Et ça, c'était des années de travail. Je suis embarquée Oui. dans cette mission depuis son début, septembre 2019. C'est en septembre 2019 qu'on a fixé à cette mission son objectif central, restaurer l'océan et l'hydrosphère, les deux étant très liés, 80% de la pollution marine venant de la Terre. Donc c'est en septembre 2009 qu'on a fixé cet objectif et on continue à travailler avec les services de la Commission sur la déclinaison et la mise en œuvre de ces objectifs. Et donc cette mission Océan, mission Starfish, a été le noyau sur lequel le commissaire Cadiz a pu bâtir son pacte. Voilà. Et qu'a été le manifeste a été un relais entre les deux à un moment où il y avait ce qu'on a appelé au niveau européen le Green Deal backlash, donc le rejet du pacte vert. Et comme on était dans cette ambiance de rejet du pacte vert et qu'on avait peur que les objectifs de la mission Océan disparaissent, on a un peu levé le drapeau, dit attention, c'est le moment de c'est le moment de se souvenir qu'il y a ça et de s'en emparer. Et donc le manifeste a vraiment servi de relais entre les deux. Et pour servir de relais entre les deux, on a choisi de mettre la branche économique en tête des cinq Mhm. branches. Ce qui n'était pas l'esprit de la mission au départ, hein. L'esprit de la mission, c'était vraiment la restauration, la protection. Mais là, on voulait être dans l'ambiance du temps, donc on voulait être comme on dit, le narratif du temps, le récit du temps. Et on voulait que ça intéresse la commission, que la commission puisse s'en emparer. Ce qu'elle a fait, et ce qui est encore plus remarquable, c'est qu'elle a rétabli elle-même le bon ordre des choses et elle a remis elle-même la restauration et la protection en tête des objectifs. Donc ça, je trouve que c'est formidable. Et je pense, pour ce qu'on me dit de l'intérieur de la commission, que l'atout que nous avons,
c'est que Madame von der Leyen soutient cet objectif et elle l'a montré à Nice par sa présence et par la qualité de son discours. Et le commissaire Cadiz, qui est un biologiste marin à l'origine, le soutient aussi. Donc, et puis on a quand même pas mal de soutien dans la commission avec la direction générale de la recherche et du développement, avec la direction générale de l'environnement, du climat, etc. Donc il y a quand même, il y a d'ailleurs un dynamisme euh, ou une dynamique dans le domaine de l'océan qui fait que, aussi bien à l'intérieur de la commission que parmi les États membres et les États tiers, on le retrouve aussi. Et ça sera peut-être vos autres questions. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il y a de moins bien dans ce pacte? Ce qu'il y a de bien, c'est en fait ce qui a fait l'essence de la mission Starfish et du manifeste, c'est-à-dire la vision systémique de l'océan, la vision intégrée de l'océan. C'est-à-dire, si on veut restaurer l'océan, eh bien, il faut de la science, il faut de la gouvernance, il faut une très bonne interaction entre science et gouvernance à travers, par exemple, le jumeau digital de l'océan, et on pourra y revenir. Il faut bien sûr lutter Mercator. contre les pollutions, il faut de la protection, il faut de l'économie biodurable. C'est cette vision systémique qui est reprise par le pacte Oui. et qui est très importante. Et puis une vision programmatique, c'est-à-dire le pacte ne va pas tout faire lui tout de suite, il va programmer un certain nombre de réformes. Et c'est là que nos amis des ONG, que je connais très bien et que je fréquente beaucoup, sont un petit peu déçus ou inquiètes, c'est qu'elle trouve qu'il y a certes des annonces, mais plutôt vagues, et pas assez de concret et pas assez d'obligatoire, pas assez de contraintes. Mais il y a une chose qui les rassure, mais qui reste à inventer, c'est cette idée d'un acte européen pour l'océan. Et l'acte européen pour l'océan, ça doit être un acte juridique, ça doit être un acte avec des contraintes, et un système de contrôle, de mesure, etc. Mais ça reste à inventer. Donc voilà, moi je trouve, et je ne suis pas la seule, et je l'ai beaucoup dit autour de moi, je crois que même le cercle des ONG le prend comme ça désormais, c'est une très bonne base pour bâtir l'avenir. Alors, restaurer les océans, préserver la santé. Actuellement, quelles sont les dégradations les plus importantes qui concernent les océans ou les mers en Europe? Déjà, parlons d'Europe. Alors d'abord, vous avez la plus visible, celle qui fait le plus mal, mais qui en même temps fait prendre conscience aux gens du problème, qui est la pollution plastique. Donc vous avez une pollution plastique très importante et très visible et très nuisible aussi parce que vous avez la transformation de ces plastiques petit à petit en microplastiques et les microplastiques rentrent dans la chaîne alimentaire et donc non seulement ils rentrent dans la chair des poissons, mais ils rentrent dans notre organisme hein, puisque nous en mangeons des poissons. Donc vous avez cette pollution plastique qui est quand même très préoccupante et pour l'interaction terre-mer, l'image que je prends souvent, c'est si vous laissez, si vous oubliez votre bouteille en plastique au sommet du Mont Blanc, elle va finir en Méditerranée. Et elle va finir en Méditerranée d'abord comme une bouteille flottante, puis comme des microplastiques que vous allez ingérer, etc. Donc ça, c'est la première chose. Comme l'Union européenne a été la première à interdire les plastiques à usage unique, les dernières données que nous avons de l'Agence européenne de l'environnement, c'est que la pollution plastique sur les rivages européens a diminué. Donc c'est une bonne nouvelle. Ensuite, vous avez les pollutions d'origine agricole et industrielle qui font beaucoup de mal dans certains bassins qui sont peu profonds. Et c'est le cas de la Baltique. La Baltique est tellement eutrophisée, donc par les déversements de nitrates, que vous n'avez presque plus de poissons en Baltique. Et parfois, nous dit Isabella Levy, une ancienne ministre de l'Environnement qui fait partie de notre comité des parties prenantes, qui est membre de l'intergroupe Syrica au Parlement européen, elle en pleure presque chaque fois qu'elle en parle. Cette Baltique, elle est quasiment morte. Et de temps en temps, elle sent mauvais. Les gens ne peuvent pas s'en approcher tant elle sent mauvais. Donc vous avez certains bassins européens qui, du fait des pollutions agricoles et industrielles, sont en très mauvais état.
Donc vous avez, voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Après, vous avez aussi toutes les pollutions par les eaux usées. Donc il faut ça aussi, il faut lutter contre ça. La plupart des pays européens sont plutôt avancés dans ce domaine. Et quand vous luttez contre les pollutions par les eaux usées, vous voyez se transformer l'environnement. Donc moi, comme je viens assez souvent dans cette région, j'ai vu le Cap d'Antibes se transformer positivement parce qu'il y a eu un meilleur traitement des eaux usées. Donc vous avez, voilà, ce sont les trois grandes sources de pollution agricole industrielle, plastique et eaux usées. Et il faut lutter contre ça parce que ça a des conséquences qui sont dures pour notre propre santé, mais qui sont aussi, bien sûr, parfois terribles pour celle de l'océan. Après, les autres menaces sur l'océan, c'est la chaleur. Alors, l'océan a absorbé jusque-là 95% de la chaleur en excès qui est émise depuis l'ère industrielle. Et quelle est la conséquence de cette absorption de chaleur par l'océan? C'est l'acidification. Et donc l'acidification produit beaucoup de choses. Par exemple, tous les organismes qui ont besoin de coquilles font moins facilement leurs coquilles dans une eau acidifiée. Voilà le Oui. genre de choses que vous avez avec le réchauffement. Donc on est Oui. dans un océan qui est en surchauffe. On a eu des alertes l'année dernière, on a eu de véritables canicules de la mer en mer Méditerranée l'an dernier. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Et dans ces périodes de canicule, vous avez probablement une mortalité importante des organismes qui supportent le moins cette chaleur et qui supportent le moins l'acidification du milieu. Et j'en oublie, hein, donc en fait, vous avez quand même, et j'oublie de dire aussi que s'en prendre à l'océan, c'est dramatique pour l'espèce humaine, car nous en venons, hein, comme toute forme de vie. Et aussi, on l'a beaucoup dit, non seulement il absorbe 95% de la chaleur en excès, mais il absorbe le tiers du dioxyde de carbone et il nous apporte la moitié de notre oxygène. Donc en fait, on se prive d'une espèce de ce qui est un peu notre cœur et notre poumon. Alors donc là, c'est la restauration, la santé, mais on parle aussi de renforcer la sécurité et la défense. Qu'est-ce que ça veut dire, la sécurité et la défense d'un océan ou des océans? Alors, vous avez vu comme moi ce qui s'est passé justement en mer Baltique avec les câbles. Bon, je ne sais pas si ça a été établi, je ne sais pas si c'est diplomatiquement toléré de le dire, mais bon, vraisemblablement, ça fait partie de la guerre hybride russe. Donc les Russes en sont pris au câble qui nous relie. Donc qu'est-ce qui se passe sous l'océan? On a 90% de nos communications, au moins 90%, je ne me souviens plus du chiffre exact, qui passent par l'océan. Donc ça, ce sont les câbles de télécommunication. Il y a aussi vous avez aussi beaucoup de gazoducs qui passent par là. Donc l'océan pas seulement c'est pas seulement ce qui porte 95% du commerce mondial à travers les grands cargos et leurs charges, mais c'est aussi les relations, enfin les télécommunications, c'est aussi une bonne partie des combustibles fossiles. Et donc, c'est assez facile en période de guerre pour ceux qui veulent nous nuire et nous rendre la vie difficile de s'en prendre à nos télécommunications, à nos gazoducs et à notre commerce en général. Et donc, l'océan est vraiment un terrain dans lequel il faut absolument assurer la sécurité. Et nous venons de publier avec l'un de mes chercheurs, Romain Collet, un papier sur cette question de protection et sécurité de l'océan qui se rejoignent parce que si vous prenez les AMP, donc les zones marines protégées, ce sont des endroits où les gens qui patrouillent pour la protection de l'environnement peuvent détecter des trafics, que ce soit des trafics de drogue ou des trafics de migrants, malheureusement, hein.
il y a des trafiquants de migrants, c'est épouvantable, mais c'est comme ça. Donc vous avez cette possibilité dans les AMP, à travers la surveillance de l'environnement, de détecter des trafics, mais vous aurez bientôt dans les zones qu'il faudra protéger en haute mer, la nécessité d'avoir recours à des bateaux qui sont en fait des bateaux de la Marine nationale. Parce que pour aller en haute mer, vous n'allez pas prendre le petit canot de l'Office de la biodiversité. Vous avez besoin de choses beaucoup plus solides, hein. Et donc, il y a déjà des interactions fortes entre protection et sécurité un peu partout dans le monde. Elles vont devoir se multiplier avec la protection de la haute mer, avec l'entrée en vigueur du traité sur la haute mer. Je vous donne un exemple parce que moi, c'est celui qui m'a fait découvrir euh, cette interaction. C'était en février 2022 à Brest. Euh, Plusieurs hauts gradés de la Marine nationale étaient venus, donc je ne me souviens plus de leur nom, mais c'était donc des officiers de très haut rang qui nous avaient expliqué que eux, une de leurs missions, c'était de lutter contre la pêche illégale, donc celle qu'on appelle IUU, donc la pêche illégale non déclarée, notamment dans le golfe de Guinée. Donc vous avez des bateaux, notamment chinois, mais enfin c'est pas seulement les Chinois, mais c'est quand même beaucoup les Chinois, qui viennent piller les eaux du golfe de Guinée au détriment des populations côtières. Et donc ça, c'est une des missions que la Marine nationale peut se fixer. Alors il y a certainement des accords bilatéraux avec les États côtiers, parce que sinon ça ne marcherait pas. Mais c'est là que vous voyez qu'il y a quand même une interaction très forte entre protection et sécurité dans l'océan. Et l'océan peut être le vecteur de multiples menaces à notre sécurité. Alors, Brigitte, voulais vous poser une question sur la flotte stratégique européenne. Alors, la flotte stratégique européenne, ça paraît une très bonne idée, euh, tout comme l'armée européenne. Alors, ça nécessite un certain nombre de choses. Ça nécessite déjà de s'entendre sur des objectifs. Donc, c'est toujours pareil, il faut commencer par une stratégie commune. Donc, si on a une stratégie commune, je pense qu'en ce moment, pour certains objectifs, on peut assez facilement la déterminer. Je dis assez facilement parce que ce n'est pas totalement vrai. La Hongrie de M. Orban ne nous suit pas dans notre croisade contre la Russie qui agresse l'Ukraine. Donc, ce n'est pas si évident. Donc, le problème au niveau européen est essentiellement dans le domaine de la sécurité et de la défense, de surmonter les droits de veto et donc les exigences de l'unanimité. Ce qui fait que dans ce domaine de la sécurité et de la défense en général, on prend d'autres voies que la voie de l'Union européenne. Et vous avez sans doute vu que le sommet que M. Macron a organisé au début de l'année à Paris et qui a été réitéré, était un sommet qui ne comportait pas tous les États de l'Union européenne, mais comportait d'autres États, c'est-à-dire vous aviez quelques Européens. Donc parmi les Européens, vous aviez la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, les pays scandinaves, la Pologne. Donc ce n'est pas tous les pays européens, mais vous aviez en plus le Royaume-Uni, qui est un grand État du point de vue de la défense, et on partage les mêmes visions stratégiques. Et vous aviez d'autres États membres de l'OTAN, à l'exception des États-Unis. Donc vous aviez le Canada, la Turquie, mais vous n'aviez pas les États-Unis. Donc en fait, on cherche dans le domaine de la défense, d'une part, à la règle de l'unanimité en Europe, qui donne la part belle à M. Orban et nous empêche de faire ce que nous avons à faire, et qui contourne aussi la défection américaine, ou en tout cas le fait que la position des États-Unis est devenue beaucoup plus incertaine. Donc voilà, c'est une belle idée. Est-ce qu'elle devrait être réalisée au niveau de l'Union européenne ou autrement? J'aurais plutôt tendance à Oui, dire autrement. autrement. C'est-à-dire Alors, par les pays eux-mêmes.
Bah, par exemple, non, moi je ne me suis pas plongée personnellement dans la question de la flotte stratégique européenne, donc j'essaye de raisonner à partir d'autres choses que je sais, mais je pense que par exemple, si vous commencez par un accord entre les flottes françaises et britannique, vous avez déjà un très bon début. Vous avez un très bon début. Je suppose que si vous ajoutez la flotte allemande et quelques flottes scandinaves, surtout en ciblant cette région du monde, disons la mer du Nord, la Baltique, là vous avez une bonne amorce. Donc je crois pour l'instant plutôt à des accords entre marines nationales en dehors du cadre de l'Union européenne. Même s'il ne faut pas perdre de vue l'idée d'avoir une stratégie européenne dans le sens Union européenne, une défense européenne dans le sens Union européenne. Il ne faut pas le perdre de vue comme objectif, mais ce n'est pas un objectif qui est immédiatement atteignable pour les raisons que je vous ai dites, c'est-à-dire exigence d'unanimité dans ce domaine et présence d'États comme la Hongrie qui vont tout bloquer. Et donc on fait un pas de côté et on se rapproche à cette occasion, notamment du Royaume-Uni. Alors, maintenant, on peut s'interroger sur la mise en œuvre et l'application de ce pacte. Donc, il faut mettre des structures en place. La Commission européenne propose un conseil océanique qui rassemblerait tous les acteurs du secteur maritime au sens large, ainsi que les ONG. Est-ce que pour vous, c'est une bonne initiative ou bien avez-vous réfléchi à d'autres possibilités ou d'autres solutions dans le cadre du manifeste? Alors, moi, je trouve que c'est une très bonne idée. On avait une idée similaire avec Catherine Chabot. On voulait créer à partir de ce que nous avons fait, c'est-à-dire à partir du manifeste, à partir aussi des événements que nous avons organisés à Nice et qui ont très très bien marché. euh, on voulait nous-mêmes faire une espèce d'alliance des amis de l'océan. Je trouve que c'est très bien que la Commission s'empare de cette idée, c'est très bien qu'il y ait un tel Conseil océanique. D'une certaine façon, ce qu'on avait commencé à faire avec le comité des parties prenantes du Pacte européen pour l'océan, tout comme avec le conseil de la mission de Starfish, ça ressemblait déjà beaucoup à ça. Quand on a fait le conseil de la mission Starfish, donc c'est la commission qui a établi ça, elle a pris 15 représentants venant d'États de préférence côtiers quand même, mais d'un peu partout en Europe et surtout une diversité de profils. Donc on avait des gens qui venaient d'Ifremer, qui sont plutôt des océanographes. On avait d'anciens fonctionnaires européens, comme une ancienne directrice générale de la DG Marais. On avait d'anciens ministres, donc des gens qui ont occupé des fonctions importantes dans la fonction publique. On avait un représentant, on a toujours d'ailleurs dans le comité des parties prenantes, un représentant des énergies marines renouvelables. Et puis, j'en oublie certainement, on avait aussi des représentants d'ONG. Donc, c'est cette idée, c'est d'essayer d'avoir une communauté de la mer. On a un peu réitéré ça avec le comité des parties prenantes, où on a les trois anciens commissaires à la mer, Damanaki, Vella, Sinkevicius. On a plusieurs parlementaires européens. Je vous ai déjà cité Isabella Lövin. Il y a aussi Christophe Clergeau, il y a Thomas Bachada qui est un Maltais SED absolument brillant. Euh, et qui on a encore? On a gardé une représentante d'une coalition d'ONG pour la mer, qui est Monica Verbeek, qui est à la tête de Seas at Risk. On a un représentant, son nom m'échappe à l'instant, des industries d'énergie marine renouvelable. Donc en fait, vous avez objectivement une communauté de l'océan. Et si les gens perçoivent la logique systémique de l'océan, que vous ne le restaurerez qu'avec une série d'actions comme la science, la gouvernance, la protection, la lutte contre les pollutions et l'économie bleue durable, si les gens, et les gens qui sont ici à Nice, à mon avis, ont tous compris ça.
eh ben vous avez vraiment la possibilité de bâtir quelque chose de cohérent ensemble et de le mettre en œuvre. Donc je trouve que c'est une bonne initiative. Alors, je voudrais maintenant aborder le volet de l'économie bleue. Vous venez juste d'en dire un mot, puisque ça fait partie des points, des piliers. L'économie bleue, on ne sait pas toujours ce que ça veut dire. Quelles sont les mesures à prendre pour exploiter, comme il faut d'ailleurs, le potentiel économique des océans et créer cette économie? Que faut-il faire et comment vous voyez concrètement cette économie bleue? Alors, bon, premièrement, nous préférons parler d'économie bleue durable, c'est-à-dire pour éviter tout malentendu. Donc, l'économie bleue, c'est pas juste une économie qui est liée à la mer, c'est une économie qui respecte la mer. Et on essaye aussi de promouvoir l'idée d'économie régénérative, même si, comme me le faisait observer un de mes interlocuteurs hier, on n'a pas beaucoup d'exemples d'économie régénérative. Je lui en ai cité un. Si vous mettez des éoliennes en mer avec un revêtement poreux, bah vous allez attirer la vie et vous allez favoriser la régénération d'un milieu. Donc ça existe et nous avons fait venir le promoteur de ce modèle lors d'un de nos événements à Nice. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'une économie bleue durable? Ben, c'est toutes les activités liées à la mer qui la respectent. Vous avez par exemple la pêche côtière durable. Donc nous, on a proposé dans notre manifeste que, il y ait des mesures particulières en faveur d'une pêche durable dans les 12 miles marins. Euh, c'est une illustration. Après, vous avez des formes d'aquaculture durable. Vous avez par exemple l'aquaculture multitrophique qui va combiner plusieurs formes de vie de façon à être plus durable, plus compatible avec le milieu. Vous avez bien entendu un domaine que vous devez connaître parfaitement, qui est celui des énergies marines renouvelables. Et là, vous avez surtout des questions de conflits d'usage à résoudre avec d'autres activités, notamment la pêche. Et puis ces aspects dont je parlais tout à l'heure de compatibilité avec le maintien de l'environnement. Alors cette compatibilité, en fait, ça peut être même une interaction positive. Et vous avez bien entendu le transport maritime, et là, ce qu'on essaye de promouvoir, et à Nice, tout comme à Monaco, ça a été une partie importante de cette conférence, c'est la décarbonation du transport maritime avec la recherche de meilleurs fuels, etc., de meilleures techniques, l'emploi du transport vélique. Vous avez beaucoup de choses. Euh, je me souviens que à l'époque où j'étais à la tête du bureau européen de WWF, on avait sorti un rapport sur l'économie de la mer et on avait dit si c'était un État, ça serait la cinquième économie du monde. Donc c'est vraiment très puissant, hein, l'économie bleue. Euh, Qu'est-ce qu'il faut pour développer l'économie bleue? Ben, c'est surtout de la finance. Et c'était l'objet du forum de Monaco, qui a été coprésidé par Pascal Lamy et Ilana Said. C'est de voir comment promouvoir cette économie bleue durable. Voilà. Mais je ne sais pas si vous avez un sujet d'intérêt particulier. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses positives qui se font dans ce domaine. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus difficiles à résoudre. C'est la question de la pêche intensive, parce que les premières victimes de la pêche intensive, mis à part l'environnement, bien sûr, hein, ce sont les pêcheurs artisanaux, ce sont les communautés côtières. Et ça, c'est sans doute, comme dans le domaine de l'agriculture, le point le plus difficile à résoudre. Les politiques européennes sont faites de telle façon que les plus gros bénéficiaires sont ceux qui sont à la tête d'activités intensives. Et ces activités intensives ne sont pas bonnes pour l'environnement et ne sont pas bonnes pour, dans un cas, les petits agriculteurs, dans l'autre cas, les petits pêcheurs. Mais ça pose des questions économiques et sociales particulièrement difficiles.
Et donc ça va être, je pense, pour Monsieur Cadiz, probablement le sujet le plus épineux. Parce qu'en revanche, la transformation du transport maritime vers la décarbonation est très largement consensuelle, parce que les grandes compagnies de transport maritime se sont mises d'accord déjà, je crois, en 2017 pour avancer ensemble. Ce qui est bien, parce que si vous en avez un qui fait tout seul des efforts, il va perdre en compétitivité par rapport aux autres. Et donc la décision qui a été prise entre eux en 2017 d'avancer ensemble, elle est positive. Et de ce fait, les négociations à l'OMI fonctionnent pas mal du tout. Elles ne sont pas aussi bonnes qu'on pourrait le souhaiter, mais c'est ce qui est en train de se dessiner est bien à l'OMI. Donc ça, c'est plutôt consensuel. Transport maritime. Bon, les énergies marines renouvelables, c'est plutôt des questions d'acceptation sociale qui sont plus fortes dans certains pays que dans d'autres. La France, par exemple, l'acceptation sociale est moins bonne en France que, par exemple, aux Pays-Bas ou au Danemark. Mais c'est en train de progresser, y compris sur ce plan-là. Après, il y aura vraiment la question de... bon, il y a les espaces partagés, donc il y a des coopérations informelles qui se mettent en place, par exemple en mer du Nord, entre États pour ces espaces partagés. Vous avez la question des réseaux. Il va falloir construire des réseaux capables de supporter ces énergies, parce qu'on ne les a pas encore. Par exemple, entre la France et l'Espagne, on n'a qu'une liaison. Celle du golfe de Gascogne ne sera finie, je crois, qu'en 2027 ou 28, je ne sais plus. Donc vous avez un certain nombre de défis, mais la direction n'est pas controversée. Donc dans ces domaines, la direction n'est pas Oui. controversée. Le domaine qui va être controversé, enfin qui est controversé, on n'en est pas sorti, c'est la transformation de la pêche. Et l'intérêt d'une conférence comme UNOX 3, c'est que vous rencontrez toutes sortes de gens. Et donc moi, en marge d'une réception qui était donnée par Océano Azul, nos partenaires pour le pacte, j'ai rencontré plusieurs membres du Parlement européen du groupe PPE, y compris la présidente de la commission pêche, une Espagnole qui ne parle d'ailleurs qu'espagnol. Elle semblait vouloir sincèrement trouver des voies de compromis pour la conversion de la pêche en Europe vers une pêche plus durable. Mais je pense que ça va être le terrain le plus difficile et je pense que le commissaire Cadis en est conscient. Alors, on pourrait terminer cette interview par une question de Brigitte au sujet des financements, puisque Brigitte, est-ce que tu peux poser ta question et nous donner tes remarques sur les possibles les difficultés peut-être à financer? Donner des remarques, j'oserais pas, bien évidemment, mais quand même deux ou trois questions. En ce qui concerne justement les parcs éoliens en mer, aujourd'hui, il y a des taxes qui sont versées aux collectivités territoriales et qui vont bien évidemment ne le seront, vont évoluer au fur et à mesure de l'éloignement des parcs en mer. La question est la suivante. Est-ce que aujourd'hui, on peut considérer les parcs qui, de plus, par rapport à la production d'électricité, vont être obligés, quand le tarif sera négatif, d'arrêter de produire? Est-ce que l'on peut penser que la coactivité de ces parcs, comme vous le pensiez tout à l'heure avec l'aquaculture, etc., les algues, ce ne sera pas une compensation, mais est-ce que ça peut trouver un mode de compensation et est-ce que ça peut presque devenir aussi une aire marine protégée puisque elle a cette possibilité d'offrir des lieux de refuge pour les animaux, ou en tout cas pour les poissons. Oui, Et les- non, mais c'est une très bonne remarque que vous faites. Donc moi, il se trouve que je co-préside avec Sébastien Treyer d'IDRI le comité des parties prenantes d'IFREMER et on s'est un peu penché sur ces questions et on encourage notamment comme coactivité la conchyliculture parce que c'est vraiment celle qui se prête le mieux à cette association avec les éoliennes en mer. Donc, je ne sais pas. Ifremer est impliqué aussi pour des raisons scientifiques, hein, c'est de voir comment ça marche concrètement. Et ils ont des l'OFO. laboratoires qui leur permettent de regarder ça de très près. Euh,
Donc, ça me paraît effectivement une bonne voie, comme toutes les voies qui montrent que même si on a l'impression d'usage concurrent, on peut avoir des synergies positives. Je crois que c'est ce qui va permettre de débloquer la situation dans pas mal de bassins et entre autres en France. J'ai une deuxième question. Merci en tout cas pour celle-ci, pour cette réponse. Une deuxième question autour de la philanthropie. Tout à l'heure, Marie-Christine a parlé des financements. Est-ce que vous pensez que la philanthropie peut aider et quelles sont les conditions pour lesquelles elle aide? Parce que quand on voit la philanthropie, entre autres japonaise, pour aller dans les grands fonds marins, on peut se poser des questions. Oui, bien sûr. Bon, alors je suppose qu'il y a philanthropie et philanthropie. Nous, nous travaillons surtout avec des grandes philanthropies américaines, à la fois sur la décarbonation du transport maritime et sur la protection de vastes aires marines un peu partout dans le monde. Et donc, vous trouvez des gens comme Bloomberg, comme Pew, mais aussi le GEF, Global Environment Facility. Alors, on s'écarte un petit peu de la philanthropie. Mais les implications de philanthropie que je connais moi, donc Océano Azul, Pew Charitable Trust, Bloomberg, etc., c'est essentiellement pour la protection. Donc, j'avoue que je ne connais pas les philanthropies qui sont engagées dans d'autres choses et je vois assez mal les philanthropes que je connais s'engager dans l'exploitation des grands fonds. Ils pourraient s'engager dans l'exploration des grands fonds, parce que l'exploration des grands fonds, c'est quelque chose de complètement fascinant. On a beaucoup discuté aussi au sein d'Ifremer, de son comité des parties prenantes, de cette question-là, exploration-exploitation. L'exploration, c'est absolument fascinant, il faut absolument pas y renoncer parce que vous avez plus de 90% de la vie sous la mer qui nous est inconnue, et vous avez toutes les découvertes que ça représente, pas seulement l'émerveillement d'une nouvelle forme de vie, qui est déjà en soi quelque chose de formidable, mais vous avez la possibilité de trouver des nouvelles molécules qui vont nous sauver de je ne sais quelle maladie, ou des applications dans des domaines de physique. Je sais que par exemple, on a découvert un poisson particulièrement noir dans les grands fonds, et ce noir extrême a rendu les télescopes d'observation spatiale plus efficaces. Pour vous dire les choses que l'on peut trouver, vous avez à travers le biomimétisme, vous avez Et- des trésors à découvrir. Et donc, je verrai et plus les philanthropies là-dedans que dans l'exploitation. L'exploitation. Peut-être une dernière question, justement, dans la note formidable que vous venez de publier avec ce chercheur spécialisé sur le plan politique. Vous avez bien fait, bien évidemment, le lien entre la défense et l'océan. Mais vous avez énormément parlé, notamment dans cette note, et vous l'évoquez de toute façon régulièrement, ce sont toutes les capacités d'observation maritime, d'observation marine à travers les satellites. Oui. Comment peut-on aujourd'hui se passer de la NOAA à... Ah oui, c'est très bien. Ouais. C'est une bonne question. Alors en fait, si vous voulez, par exemple, on était hier à une soirée d'anniversaire des 30 ans de Mercator. Oui, Mercator Océan est celui qui, euh, en liaison avec le programme Copernicus Océan, oui, est en train d'élaborer le jumeau digital de l'océan. Le jumeau digital de l'océan, il dépend des données de Copernicus, c'est-à-dire spatiales, mais aussi des données d'EMODNET, oui, c'est-à-dire celles qui sont récoltées sur place. Elles sont récoltées notamment à travers des balises Argo. Il se trouve que les balises Argo sont à plus de 55% américaines. Donc si jamais
les États-Unis décidaient, je sais pas, d'abandonner leur programme de recherche Argo ou de ne plus partager les données de leur programme de recherche Argo, l'efficacité du jumeau digital serait très affaiblie. Et donc les prévisions ou les simulations que donnerait le jumeau digital de l'océan seraient fausses, tout simplement. Et donc Mm. la réponse est non, on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas s'en passer parce que de l'espace, on voit un certain nombre de choses, mais il y en a beaucoup d'autres qui ne peuvent être vues qu'à partir d'observations in situ. Ce sont des questions de profondeur. Et donc, bah, écoutez, il faut croiser les doigts pour que cette partie de la science américaine ne disparaisse pas. Oui. Est-ce que vous voulez que ce soit le mot de la fin et est-ce qu'il y a une question que l'on vous a pas posée, que vous auriez aimé que l'on vous pose? Non, non, je suis très contente parce que grâce à cette dernière question, j'ai parlé du jumeau digital et ça, c'est un truc vraiment très Oui. important. Et les personnes qui s'en occupent, comme Pierre Bahurel et toute son équipe, sont des gens tout Ah, à fait remarquables et c'est vraiment pour eux l'aboutissement de 30 ans d'engagement. merci Eh beaucoup en bien, tout merci beaucoup. C'était vraiment très passionnant. Merci à Et puis, ça ouvre sur l'avenir, sur l'espoir, parce que, comme vous le disiez, tout a été, tous les participants à Nice ont compris que tout était lié et vous. ont C'est pris ça, tout c'est ça qui ensemble, rend tous en positif. commun. Donc, Oui. ça donne vraiment de l'espoir. Voilà. alors, Oui. juste une petite anecdote comme question à vous poser. La France se dit toujours, et elle l'est d'ailleurs, la deuxième puissance maritime. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas parler de l'Europe comme première puissance maritime? Ah oui, ça c'est, écoutez, oui, je pense que d'ailleurs, si vous le prenez en termes de zone économique exclusive, je crois que c'est vrai. La France seule est deuxième derrière les États-Unis, mais l'Europe est première devant les États-Unis. Donc oui, et puis surtout, c'est une idée que vous avez émise toutes les deux dès le début, montrer la voie. C'est vrai que c'est une vocation européenne et prendre le leadership dans ce domaine à un moment où on a besoin de leadership au niveau international et on a besoin d'un multilatéralisme positif et en particulier positif pour l'environnement, pour la planète et pour les gens, évidemment, hein. Et donc c'est pour ça un des slogans que j'aime beaucoup d'ailleurs de cette conférence, c'est Neptune plutôt que Mars. La mission Neptune, c'est celle de l'exploration Oui. de la mer pour tous les bénéfices de Exploration. la connaissance que je vous ai cités tout à l'heure, et non pas Mars, qui, comme le dit sans vergogne Elon Musk, est une façon de s'éloigner de cette planète qui est sans avenir et d'aller essayer de découvrir autre chose ailleurs, et en particulier ce qui l'attire lui, c'est l'exploitation de ressources minérales. Donc il rêve d'aller exploiter les ressources minérales de Mars sans plus s'occuper de la Terre qu'il laisse à son triste sort. Voilà. Donc en fait, le choix de la vie, c'est Neptune et le choix de la fuite, c'est Mars.